Bonjour à tous, je suis Michel Rouget, directeur du musée. Donc au nom de toute l'équipe, je vous souhaite la bienvenue pour cette première université au musée de la Grande Guerre. Le musée est tout jeune, vous le savez, il a ouvert en novembre 2011. Et on a toujours, avec l'équipe, eu l'envie, la volonté, le désir d'essayer de faire des choses nouvelles, bien évidemment. On est encore loin d'être déjà dans la routine. Et donc on a eu cette idée de l'université d'été. Et nous sommes allés voir Maurice Weiss et François Cochet qui ont, avec enthousiasme, accepté ce rôle de coprésident et de se lancer dans l'aventure avec nous. Donc, voilà. Et donc ils nous ont, voilà, on a fait ce pari ensemble d'essayer d'organiser ces 2 journées. Donc, sachez que, si vous me permettez l'expression un peu comme nous, vous allez essuyer les plâtres avec nous de cette première université d'été. On est vraiment heureux parce que je pense que ça fait partie, au-delà de toute la vie quotidienne du musée, de tous les publics qu'on peut accueillir. Et Dieu sait si on est content de la fréquentation, puisque depuis l'ouverture, on a passé là, cet été, au mois d'août, le cap des 200 000 visiteurs. On est vraiment ravis, avec plutôt un bon retour et un bon bouche à oreille sur ce que les visiteurs ont pu découvrir au musée. Mais je pense que ça fait vraiment partie aussi de nos missions, de pouvoir prendre le temps en petits groupes. C'est pour ça qu'aussi le nombre de places était limité, parce que je pense que ça permettra une qualité des échanges et de réfléchir, de faire un point sur l'état de la recherche, de pouvoir échanger, se nourrir de points de vue divers et variés, d'expériences aussi différentes en matière d'historiographie. Donc du coup, je voulais vous remercier parce que vous avez répondu présent aussi. On avait dit on limite à 50 participants, et bien on a fait le plein sans trop de problèmes. Donc ça montre qu'il y a aussi, peut-être cette université d'été répond à une attente de la part du public. Donc je ne serai pas plus long parce que le programme est chargé, comme vous le savez, pour ces 2 jours. Mais en tout cas, vous redire vraiment très sincèrement bienvenue, merci. Et puis surtout, je vous souhaite de belles journées, une belle université. Et je pense qu'on fera un bilan à la fin des 2 jours. Et si le bilan s'avère positif, ce que je ne doute pas, je pense que c'est un rendez-vous qu'on souhaite nous pérenniser. Donc voilà, donc à suivre. Et en tout cas, très très belle journée d'études. Voilà. Et encore un grand merci à nos 2 co-présidents qui nous ont suivis dans cette aventure et qui, dans leur sillage, tous les intervenants que vous allez pouvoir rencontrer dans ces 2 jours. Donc merci à vous tous pour cette confiance. Et je laisse juste la parole à Florence Caillé pour des infos pratiques. Et je voulais juste en profiter pour vous dire que Florence Caillé est la cheville ouvrière de l'organisation de ces 2 journées avec l'ensemble du service des publics. Et je tenais à les remercier chaleureusement pour tout le travail fait. Sachant que l'ensemble de l'équipe du musée est bien sûr mobilisée pour que tout se passe au mieux sur ces 2 jours. Voilà. Donc merci à toute cette équipe avec qui j'ai la chance de travailler. Voilà, Florence. Merci. La parole à une petite surprise d'ouverture de cette université d'été, puisque nous allons commencer en chanson. Les républicains doivent s'unir étroitement dans la pensée patriotique de la revanche. Ce sera. Excusez, je vais. Alors, monsieur Gambetta. Eh oui, alors là, je fais ça à Gambetta, c'est pas sympa du tout. Ah, bon, ben alors je vais obligé de dire le texte. Il faut que les républicains s'unissent étroitement dans la pensée patriotique d'une revanche qui sera la protestation du droit et de la justice
contre la force et l'infamie. C'est dans ces termes que Léon Gambetta s'exprime à la tribune de l'Assemblée réunie le 1er mars 1871 dans le Grand Théâtre de Bordeaux pour ratifier les préliminaires de paix. Le mot de revanche est lâché, il porte en lui le germe de la guerre future. Pour commencer donc, Alsace-Lorraine, musique de Ben Taillou et paroles de Monsieur Villeneuve. Villeneuve, voilà. France a bientôt qu'à la sainte espérance remplit nos cœurs en te disant adieu, en attendant l'heure de délivrance. Pour l'avenir, nous allons prier Dieu. Nos monuments où flotte la bannière semblent porter le deuil de ton drapeau. France, entends-tu la dernière prière de tes enfants couchés dans le tombeau? Vous n'aurez pas l'Alsace, la Lorraine, et malgré vous, nous resterons français. Vous avez pu généraliser la plaine, mais notre cœur, vous ne l'aurez jamais. Ah, jusqu'au jour où drapeau tricolore, tu flotteras sur nos murs exilés. Frères, étouffons la haine qui dévore et fait bondir nos cœurs inconsolés. Mais le grand jour où la France meurtrie reformera ses nouveaux bataillons, aux cris sauvages jetés par la patrie, femmes, enfants, hommes nous répondront. Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine, et malgré vous, nous resterons français. Vous avez pu germaniser la plaine, mais notre cœur, vous ne l'aurez jamais. Eh bien, en Allemagne, le public chante une autre chanson. Une chanson traditionnelle qui s'appelle « Ô Strasbourg ». Ô Strasbourg, du wunderschöne Stadt. Ô Strasbourg, du wunderschöne Stadt. Darin liegt begraben so mancher Soldat. Darin liegt begraben so mancher Soldat. Ein schöner, auch tapferer Soldat. Ein schöner, auch tapferer Soldat. Der Vater uns lieb Mutter höflich verlassen hat. Der Vater uns lieb Mutter höflich verlassen hat. Excusez-moi, ça me donne soif. Je pense sans doute au petit vin blanc d'Alsace. Alors, où en étions-nous, camarades? Ah, voilà. Alors, entre 1871 et 1914, un homme représente la revanche, c'est M. Paul Déroulède.
tiré de son recueil de poèmes Les Chants du Soldat, mis en musique par Émile André. Voici le clairon. L'air est pur, la voûte est large, le clairon sonne la charge, les oies vont chantant. Et là-haut sur la colline, dans la forêt qui domine, le Prussien les attend. Le clairon est un vieux brave, et lorsque la lutte est grave, c'est un rude compagnon. Il a vu maintes batailles, et porte plus d'une entaille, depuis les pieds jusqu'au front. C'est lui qui guide la fête, jamais sa fière trompette, d'un accent plus vainqueur, et de son souffle de flamme, l'espérance vient à l'âme, le courage monte au frein. On court, on grimpe, on arrive, et la fusillade est vive, et les Prussiens sont à droite. Lorsqu'enfin un cri se jette, en marche à la baïonnette, et l'on entre sous le bois. À la première décharge, le clairon sonnant la charge tombe, frappé sans recours. Mais par un effort suprême, menant le combat qu'on aime, le clairon sonne toujours. Et cependant le sang coule, mais sa main qui le refoule, suspend un instant la mort, et de sa note affolée, précipitant la mêlée, le vieux clairon sonne encore. Il est là couché sur l'herbe, dédaignant, blessé, superbe, tout espoir et tout secours, et sur sa lèvre sanglante, pressant la trompette ardente, il sonne toujours. Puis dans la forêt pressée, voyant la charge lancée, et les ouaves bondir, alors le clairon s'arrête, sa dernière tâche est faite, il achève de mourir. À sa manière et de façon posthume, Alfred de Musset est convoqué pour la revanche aussi. Avec un de ses poèmes datant de 1840, qui est une réponse au Rheinlied de Niklaus de Becker. Sur une musique de Félicien David, nous l'avons eu, votre Rhin allemand. Nous l'avons vu, votre Rhin allemand, il a coulé dans notre veine, un couplet qui s'en va chantant, efface-t-il la trace à terre du pied de vos chevaux marqués dans notre sang? Nous l'avons eu, votre Rhin allemand, nous l'avons vu, votre Rhin allemand, nous l'avons vu, votre Rhin allemand, nous l'avons vu, votre Rhin allemand, qu'il coule en paix, votre Rhin allemand, que ces cathédrales gothiques s'y reflètent modestement, mais craignez que vos ailes magiques
ne réveille les morts de leur repos sanglant. Nous l'avons vu, votre allemand, nous l'avons vu, votre allemand, nous l'avons vu, votre allemand, nous l'avons vu, votre allemand. J'ai besoin d'un peu d'eau du Rhin. Fatalement, ce genre de chanson amène une réponse du côté allemand. C'est pourquoi, remettons de l'orgnon, c'est pourquoi Monsieur Max Schenkenburger, avec une musique de Karl Wilhelm, compose Die War am Rhein, c'est-à-dire la garde sur le Rhin. Braucht ein Ruf wie Donnerhall, wie Sterngeklirr und Wogenprall. Zum Rhein, zum deutschen Rhein, wer will des Stromes Güter sein? Lieb Vaterland, magst ruhig sein, lieb Vaterland, magst ruhig sein, fest, stellt und treu die Fahrt am Rhein. Fest, stellt und treu die Fahrt am Rhein. Der Spruch erschallt, die Woge rinnt, die Fahnen flattern hoch im Wind, am Rhein, am deutschen Rhein. Wir alle wollen Hüter sein. Lieb Vaterland, magst ruhig sein, lieb Vaterland, magst ruhig sein. Fest, stellt und treu die Fahrt am Rhein. Fest, stellt und treu die Fahrt am Rhein. Comme vous le voyez, vous le comprenez à demi-mot, le Rhin donne des envies aux poètes de faire des poèmes, mais ils n'ont pas tous le talent de Goethe. En France, la chanson populaire est imprégnée de militarisme, qui diffuse une image de la guerre idéale et héroïque, parfait parallèle avec l'art pompier de l'époque. Le chantre montmartrois, Aristide Bruand, compose lui-même une chanson qu'il interprète et qui s'appelle « Serrez vos rangs ». La voix du canon résonne, et le clairon terrible sonne. Serrez vos rangs, mes enfants. C'est le cri de la mêlée, et l'écho de la vallée répète un serrez vos rangs. On marche au pas de gymnastique, la fièvre se communique par les yeux étincelants. On croise la baïonnette, et chaque officier répète en avant, serrez vos rangs. C'est la bataille, et la peur de la mitraille, on enjambe les mourants. Gloire à celui qui succombe, dit un commandant qui tombe, en criant « Serrez vos rangs !» Commandants et capitaines sont là couchés dans la plaine, il reste les lieutenants. Allons, dit l'un d'eux qui crie, pour l'honneur et la patrie, avancez, serrez vos rangs. Creusait les poitrines, le sang creuse des ravines, la rue voix des sergents, couvrant l'ouragan des balles, on entend par intervalle, sacre bleu, serrez vos rangs.
intrépide, un caporal de 20 ans, rassemblant les escouades, dit « En avant, camarades, pour mourir, serrez-vous !» Dans les éclats de la foudre, l'on vit tomber noir de poudre le dernier de ces vaillants. Il cria « Vive la France !» Et l'écho répondit « France, en avant, serrez vos rangs !» Et pour finir, 1913, c'est la loi du service de 3 ans, et les piou-piou et les tourleroux vont laisser la place à un autre de leurs camarades, c'est-à-dire Bidas. Je vais vous chanter l'ami Bidas, paroles de Louis Brusquet, musique de Henri Malfait. Quand je suis parti avec ma classe, pour venir ici faire mes 3 ans, cousin m'a dit, il y a le fils Bidas qui parle dans le même régiment. Tu devrais faire sa connaissance. J'ai fait le qu'avait dit le cousin. Et depuis que je sers la France, Bidas est mon meilleur copain. Quand on n'a pas eu de punition, on a chacun une permission. Avec l'ami Bidas, on ne quitte jamais, attendu qu'on ait une native parade, chef-lieu du Pas-de-Calais. On a chacun la sienne, et les braves madames dans les monuments. Tous les jours on se promène, ça nous fait passer le temps blanc. Dimanche matin, il y a des bonbonnes, qu'elles vont faire leur marché. Nous on le connaît de mignonnes, et on va les regarder passer. C'est quand on a de bons moments, jusqu'à ce que le gardien passe, qui dit ferme, allez-vous-en. Et comme on peut pas rester là, je lui dis tu viens et on s'en va. Avec l'ami Bidas, on se quitte jamais, attendu qu'on est tout de nature d'arabe, c'est ceux du Pas-de-Calais. Et plus tard dans la ville, on ira vraiment au régiment. Tu te souviens, Bidas, on a fait des orgies, on a bien passé